Je m'appelle Marwan Mohamed, je suis né, j'ai grandi à Paris, 18e d'abord, puis ensuite j'ai vécu dans d'autres pays, en Égypte, en Algérie, d'autres aussi. Euh, j'ai fait des études de mathématiques financières, avec une spé en probabilité et statistique. Et depuis cette période-là, ensuite j'ai travaillé quelques années en finance, avant de quitter le domaine bancaire, parce que ça ne m'intéressait pas des masses non plus. Et je me suis impliqué d'abord dans des associations, lutte contre le racisme, lutte contre l'islamophobie. Ensuite, j'ai été diplomate avant d'utiliser ensuite mes compétences, justement pour tout ce qui est question de défense des droits humains, lutte contre les discriminations. Et aujourd'hui, je dirige une structure de conseil en statistique. C'est celle d'un principe juridique en fait, qui organise les sujets qui ont trait à la religion. Donc qui sépare clairement entre le pouvoir politique et puis les institutions religieuses. Et on parle des églises au pluriel parce qu'à l'époque, les églises au sens générique du terme, en 1905, c'est tous les cultes. Il n'y avait pas une telle présence musulmane en France. Et donc, on ne mentionnait pas explicitement le culte musulman. Mais il y avait déjà des communautés religieuses différentes. Il y avait déjà, parmi les communautés chrétiennes, des catholiques, des protestants, des réformistes, ainsi de suite. Il y avait des communautés juives. Et il y avait aussi des musulmans en France déjà à l'époque. Sauf que ce n'était pas un sujet comme ça l'est devenu aujourd'hui politiquement. Donc, laïcité, principe d'organisation et de liberté pour l'ensemble des cultes et principe de non-ingérence respective ni du pouvoir politique dans l'organisation des cultes, ni des religions en tant que telles dans l'organisation du pouvoir politique. Ça, c'est la compréhension que moi j'en ai, et c'est à peu près ce que dit le droit à partir de 1905, même si après, il y a des discussions sur est-ce que ça doit évoluer ou non. En fait, le mot laïcité, dès le début, en fait, il était sujet à controverse. On parle souvent de Jules Ferry comme fondateur de l'école laïque. Jules Ferry, il avait ces opinions-là sur ce que l'école devait être, mais il avait aussi des opinions sur ce que devait être la colonisation en Algérie ou ailleurs. Ensuite, au moment des débats sur la loi en 1905, on a des courants qui s'affrontent entre la laïcité telle que la conçoit Aristide Briand, qui est respectueuse en fait, de la diversité des cultes, qui est dans l'apaisement, qui est aussi dans un principe de liberté des cultes, et une conception à la Émile Combes, le Manuel Valls de l'époque, qui veut absolument censurer le religieux, qui veut en faire une loi de règlement de compte au bout du compte. Donc il y a cette conflictualité, il y a cette controverse, il y a ces débats qui ont lieu dès la genèse juridique en fait, du concept de laïcité. Sauf qu'après, en fait, la loi, telle qu'elle est établie, c'est une loi d'apaisement, en fait. C'est une loi qui dit l'Église a plus de pouvoir d'influence sur la démocratie française et sur l'organisation du pouvoir politique en France, mais ça ne veut pas dire que l'Église elle est un problème en soi. Ça ne veut pas dire que les croyants sont un problème en soi. Et ça reste comme ça en fait jusque dans les années 80-90 où la question se repose. Et elle ne se repose pas dans un non-lieu idéologique, elle ne se repose pas dans un non-lieu politique, elle se repose dans un contexte où il y a une génération d'hommes et de femmes musulmans qui grandissent en France, qui sont nés et qui ont grandi ici, et qui commencent à devenir visibles dans des espaces où on ne les attendait pas. Tant que les Noirs et les Arabes, pour parler simplement, étaient dans des banlieues, travaillaient dans des usines ou des mines, étaient des hommes d'entretien ou des femmes de ménage, des gens qui n'ont pas voix au chapitre, des gens qu'on ne voit pas à la télé, des gens qui travaillent même la nuit pour nettoyer nos rues, réparer nos immeubles, construire nos autoroutes à longueur de journée, et ainsi de suite. Tant que ces gens-là étaient confinés, bannis socialement dans ces lieux, relégués en termes de pouvoir social, médiatique et politique, ils ne posaient pas de problème. Mais quand leurs enfants ont commencé à faire des études, ont commencé à participer, ont commencé à s'exprimer, ont commencé pour certains à se politiser et à dire voilà, nous si on est né, on a grandi ici, on veut avoir notre mot à dire sur la manière dont fonctionne le pays en tant que citoyen et on veut le droit de s'exprimer, là en fait ça a rebatté les cartes. Et donc on a eu, à partir des années 80, une volonté politique de construire un problème noir, un problème arabe,
un problème musulman, un problème de quartier populaire. Et c'est à partir de ce moment-là où en fait la laïcité, un peu plus tard, est devenue un concept qu'on pouvait recoder pour atteindre un objectif politique, celui de la stigmatisation, de la marginalisation, de l'invisibilisation, de la silenciation de la visibilité religieuse de toute une génération au bout du compte. Donc ce débat, il a ressurgi dans les années 80-90 et depuis, il a envenimé l'ensemble de nos discussions politiques en France comme une espèce de poison récurrent en fait. À chaque fois qu'il y a un sujet foulard, halal, prière, religiosité, islam, barbe, visibilité, des enfants qui disent Bismillah, quelqu'un qui dit Allahu Akbar, un travailleur dans un aéroport qui dit Salam alaikum. Dès qu'on trouve le moindre support pour refaire surgir le débat laïcité dans l'espace public, nos classes politiques ne se privent pas de le faire. Et c'est ça en fait qui a gangréné la notion même de diversité en France pendant les dernières 20 années. En fait, tous les sujets peuvent être politisés. En fait, politiser, ça veut dire quoi? La politique, au sens noble, au sens beau du terme, c'est quand on dit aux gens « impliquez-vous dans le pays où vous vivez, dans la ville où vous êtes, dans l'endroit où vous élevez vos enfants, là où vous grandissez. Soyez pas des touristes dans cet endroit-là, impliquez-vous. » Donc la politique au sens noble du terme, c'est dire à des gens « si tu vis ici, bah, sois responsable, implique-toi, participe, aide les gens autour de toi. » Sois pas comme si ça ne te concernait pas en fait quand il y a des problèmes d'éducation, des problèmes de violence, des problèmes de détresse sociale, des problèmes de relégation de certaines populations. Implique-toi. Donc le fait politique tel qu'il est conçu à l'origine, il est un appel à l'incitation, il est un appel à l'implication des gens dans l'endroit où ils vivent. Ensuite, à mesure que les systèmes politiques ont évolué, c'est devenu en fait une notion très cynique. Faire de la politique, c'est se servir des discours, du jeu électoral, des moyens de communication, des moyens de mobilisation pour conquérir le pouvoir, conserver le pouvoir, à des fins, le plus souvent, très basiques, très cyniques. Je veux accéder et conserver le pouvoir le plus longtemps possible, et tous les coups sont permis pour accéder à ce pouvoir-là. Et c'est ça, en fait, qui a dégoûté les gens au fur et à mesure de l'implication politique, du fait de voter, du fait de participer, du fait de s'exprimer, parce qu'en fait, on n'a pas envie de ressembler à des gens qui en ont strictement rien à faire de la vie de nos concitoyens et qui sont juste là pour la voiture, pour le poste, pour le costume, pour être invités, pour avoir du prestige, pour avoir une forme de reconnaissance sociale, économique ou autre. Donc, le fait politique de manière générale, c'est comme ça que je le définis. Ensuite, et donc ça veut dire qu'on peut tout politiser. On peut politiser les questions environnementales, on peut politiser les questions religieuses, on peut politiser les questions sociales. Et politiser dans le bon sens du terme, ça veut dire poser les choses dans des termes où les gens vont s'impliquer et se saisir de ces sujets pour faire changer les choses. Mais politiser dans le sens cynique du terme, ça veut dire en fait piéger le débat, polariser la discussion, faire en sorte qu'une question qui est censée être une question qui nous rassemble, au bout du compte, elle devient une question clivante dans la société. Donc l'islam, en tant que religion, petit i, et l'islam en tant que communauté, civilisation, population, avec un grand I, ça a été éminemment politisé à partir de 1983. On resitue le contexte. À l'époque, c'était les grèves chez Peugeot et Talbot. Et donc, on voit les travailleurs qui sont là en train de demander des vraies revendications, une revalorisation salariale, des meilleures conditions de travail, plus de justice sociale, des conditions qui sont un peu plus humaines aussi du point de vue sanitaire, éducatif ou autre. Et parmi eux, il y a des gens de toutes les religions. Sauf que comme ils sont solidaires, parmi eux, il y en a certains qui disent bah voilà, on voudrait aussi que ceux d'entre nous qui sont croyants puissent avoir des salles pour prier pendant leur pause. Et puisqu'on est sur site, à l'usine, à longueur de journée, en train d'enchaîner les 3-8, ça ne paraît pas une demande hors de proportion. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, il me semble que c'est Gaston Defferre, et le Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, voient une opportunité là. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à casser la grève, en fait. Ils voient qu'ils n'arrivent pas à casser le mouvement social. Et en même temps, ils se rendent compte qu'à l'échelle géopolitique, il y a l'Iran et la République islamique d'Iran, et que ça a mauvaise presse. Et même s'il n'y a pas de chiites parmi les musulmans de France à l'époque, en fait, ils requalifient la grève en disant que ce sont des ayatollahs.
on ne cédera pas aux ayatollahs dans les usines. Donc pour la première fois, il recompose une question politique qui est d'abord sociale en une question islamique parce qu'il voit qu'il y a un bénéfice politique à le faire et que l'opinion, en fait, va plus facilement dénigrer les grévistes si on a l'image d'eux qu'en fait, ils sont liés à l'Iran, en fait. Et ça, là, c'est la première fois où, en fait, l'islamophobie, en tant que construction d'un problème musulman, elle a été opérante sur le plan politique. Donc, la première fois qu'il y a eu un islam politique, c'était dans la construction d'un problème musulman, parce qu'on se rendait compte que, ça, plus besoin de justifier en fait la casse sociale et la casse économique et l'échec sanitaire et l'échec éducatif si on peut désigner les musulmans comme un problème. Et ensuite, l'usage qui est dans la conversation publique de ce qu'on appelle l'islam politique, en vérité, c'est tout musulman ou tout musulmane qui s'exprime et qui n'est pas d'accord en fait. Donc en fait, ces catégories, elles sont comme des espèces de catégories d'humiliation ou de marginalisation ou de stigmatisation pour dire, en fait, on ne veut pas vous entendre. Donc si il y a une sœur qui va pour s'inscrire à un concours de chant et qu'elle porte un foulard, ça c'est l'islam politique. Regardez, en plus, c'est subversif, ils infiltrent le concours de chant, ils essaient de paraître sympas, gentils, et ainsi de suite, mais en vérité, elle veut conquérir le pouvoir. Il y a un frère qui s'implique, il n'est même pas musulman, mais il s'implique dans son quartier et il essaie de faire en sorte de créer une association citoyenne ou de lutter contre les violences policières ou de dénoncer des formes de racisme. Lui, là, c'est l'islam politique, parce qu'il dit quelque chose qui ne nous convient pas. Et si on arrive à le marginaliser en disant qu'il est genre en train de conquérir le pouvoir, que c'est un salafi ou un frère musulman, ou qu'en fait il veut devenir le prochain leader du quartier, l'affaire elle est pliée. Il suffit de dire islam politique et les cerveaux s'éteignent, les personnes sont exclues et tout le monde est dans une forme d'unanimité parce qu'on est entre nous et on a réussi à virer les Noirs et les Arabes de la discussion. Donc cette catégorie-là, il faut la rejeter. Il ne me semble pas qu'il y ait de parti musulman aux portes du pouvoir en France. Et de la même manière que les gens s'engagent par rapport à 25 motivations différentes, même si demain il y avait un parti chrétien, un parti bouddhiste, ou des gens qui s'impliquent politiquement parce qu'ils sentent que religieusement ça les pousse et ça les motive d'autant plus, honnêtement, c'est même pas notre sujet. Mais ce que je qualifie, moi, d'islam politique, c'est l'ensemble des dirigeants, des élus, des figures politiques en France qui agitent le spectre de l'islam, qui créent des catégories d'exclusion de nos concitoyens et concitoyennes musulmanes pour gagner des points, politiquement, électoralement, médiatiquement. C'est ça, l'islam politique. On peut essayer de faire un jeu, chacune d'entre nous, et essayer de se poser la question de la dernière fois que dans son entourage, il y avait une personne de confession musulmane. Et c'était probablement soit le voisin, soit la collègue, soit le copain ou la copine d'enfance, soit l'entourage familial immédiat. Et on voit, dès qu'on se crée cette image mentale, qu'en fait, il y a des gens de toutes les opinions. Il y a Karim, qui est plutôt rigoureux sur les questions religieuses. Il y a Noémie, qui, elle, a une vision peut-être plus sociale, plus économique, plus environnementale. Il y a Fatima, qui a un rapport spirituel à sa foi. Il y a Marc, qui lui aime bien aussi donner des signaux. Et donc lui, c'est dans la manière de s'habiller, dans la manière de tailler sa barbe, dans la manière de choisir ses vêtements, dans la manière de choisir ses livres. C'est beaucoup dans les signes, y compris linguistiques, d'appartenance. Et on voit que pour tout un spectrum de personnes de confession musulmane, il y a toute une variété de pratiques et de manières de s'approprier leur religion. Certaines vont être plus traditionnelles, d'autres beaucoup plus progressistes. Certaines vont être très normatives, d'autres vont être beaucoup plus ouvertes. Certaines vont être dans un rapport à une pratique quotidienne très intense, d'autres dans un rapport un peu plus culturel et distant. Certaines ont besoin de comprendre, ont besoin d'attribuer du sens, d'autres ont besoin de ressentir. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette diversité? Parce qu'en fait, c'est des êtres humains. Et en fait, dès qu'il y a des êtres humains, il y a de la subjectivité. Donc il y a des manières différentes de s'approprier un sujet. On parlait de la laïcité tout à l'heure. Effectivement, il y a un texte normatif, c'est la loi, et c'est ça qui nous rassemble tous. Mais en vérité, chacun il a sa petite manière, sa petite nuance pour la définir. On parle de ce que c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'il y avait le débat lancé par Sarkozy et Hortefeux sur l'identité nationale. C'est un mauvais contexte politique
une mauvaise intention politique, mais la question sur le fond, elle est intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour toi, pour toi ou moi, d'être français? Et on voit tout de suite qu'il va y avoir une forme de subjectivité. Même chose pour l'appartenance religieuse. Sauf que cette capacité à voir la diversité des musulmans dans le réel, dès qu'on passe dans le filtre médias et politique, en fait, elle est supprimée. Comme si quand on rentre sur un plateau télé, ou comme si quand on est montré de l'autre côté de la caméra, en fait, il n'y avait plus la possibilité de nuance. Il n'y avait plus la reconnaissance de cette diversité, et on était soit des musulmans modérés, soit des musulmans extrémistes, soit des gens qui sont des bons citoyens, soit des gens qui sont des mauvais. Et en fait, ces deux boutons-là, du bon et du mauvais islam, en soi, c'est une grille islamophobe, parce que ça suppose que l'islam en tant que tel, c'est une substance dangereuse. On en prend un peu, on est modéré, on en prend un tout petit peu plus, on devient extrémiste. Mais ça, en soi, c'est islamophobe, puisque ça construit l'islam comme un problème et quelque chose de dangereux. Et puis ça crée des divisions et des antagonismes entre des gens qui ne sont pas plus ou moins musulmans les uns que les autres. De la même manière qu'être de telle opinion politique ou de telle autre, ça ne fait pas des meilleurs ou des moins bons citoyens, ça fait juste des citoyens divers, sauf s'ils commencent à avoir des opinions politiques qui valident la stigmatisation de leurs concitoyens. En l'occurrence, cette frange-là, elle prend de plus en plus d'importance. Donc, le filtre médiatique, il a un filtre trompeur. Le filtre politique, il est délibérément trompeur, puisqu'il crée des catégories et des labels qui créent des bons et des mauvais citoyens en fonction de leur type d'appartenance religieuse, de leur niveau de pratique religieuse, et parfois même ça aboutit à les criminaliser, à les marginaliser, à les stigmatiser. C'est précisément ce que l'on qualifie d'islamophobie. Moi j'ai 42 ans maintenant, et ça fait à peu près 20 ans maintenant qu'on a du terrorisme à très grande échelle. On a eu des vagues de terrorisme dans les années 80, dans les années 90, mais celle que moi j'ai connue en tant qu'adulte, c'est à partir de 2001 et du 11 septembre. Et c'était vraiment, avec les nouveaux moyens de communication, les chaînes de télé, puis ensuite les réseaux sociaux, c'est vraiment l'ère où tout doit être immédiat, tout doit être instantané. Et il y a cette question-là qui est apparue comme une espèce de réflexe pavlovien. Un réflexe pavlovien, c'est quand on tape à certains endroits du genou, et l'être humain, il ne peut pas faire autrement. Il a un réflexe. D'accord ? Même chose, dès qu'il y a un attentat terroriste, en fait, on trouve le premier musulman disponible sur un plateau télé, et la seule chose qu'on a envie de lui demander, c'est « Vous condamnez ? Vous condamnez ? Vous condamnez ?» Comme si, en fait, on n'avait plus un être humain en face de nous. On lui demande de condamner et de se désolidariser, comme si au bout du compte, lui, là, il est un suspect. Il est un suspect, invité sur un plateau télé, et on lui demande de se désolidariser. Mais pour se désolidariser, il faut supposer qu'à un moment donné, on était de quelque manière que ce soit solidaire de cette forme de criminalité, solidaire de ces assassinats. On nous demande de condamner comme si quelque part il y avait un doute. Attends, excuse-moi, tu as besoin que je te dise que je condamne la violence? Tu as besoin d'entendre que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de tuer des innocents? Mais quelle idée tu te fais de moi exactement, en fait? En tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que ton voisin, ton collègue, ton ami, celui avec lequel tu as grandi. Quelle idée tu as de ton voisin musulman si la première question qui traverse ton esprit quand il y a de la violence, c'est je me demande s'il est d'accord avec ça ou s'il est contre. Cette question en soi, elle est foireuse. De deux choses l'une. Soit elle a en fait une composante, je dirais même clinique, en fait elle signale la peur. Et je suis parfaitement prêt à l'entendre. Si en fait tu as juste besoin d'être rassuré, comme un enfant qui a besoin de la lumière parfois la nuit, pour qu'on lui dise t'inquiète pas, il n'y a pas de bouloulou sous le lit, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de croque-mitaine, il n'y a pas Aïcha Kondisha, il n'y a rien, tranquille. Je vais t'allumer la lumière pour que tu puisses être rassuré par rapport à ça, même si tu le sais déjà. Si en fait c'est ce type de question, il n'y a pas de problème, on en parle. Mais les plateaux télé et la dispute politique, ce n'est pas exactement le contexte pour ça. En vérité, les gens qui agitent cette question savent très bien ce qu'ils font. Ils veulent construire l'idée que les musulmans, quelque part, seraient solidaires du terrorisme et que le bon moyen de les mettre sous contrôle, c'est de leur donner cette injonction. Condamnez, 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 désolidarisez-vous. Et peu importe, à chaque attentat, toutes les associations musulmanes font des communiqués
pour dire à quel point elle condamne. C'est tellement devenu normal et c'est tellement devenu évident que des fois, tu te dis, peut-être à un moment donné, on en fait trop. Parce qu'en fait, en condamnant et en se désolidarisant du terrorisme, c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme quand on était jeune et on allait au Décathlon ou au Go-Sport ou dans un magasin, et il y a le vigile, il nous voit rentrer en fait dans le magasin, et toi, t'as rien volé, tu vas rien voler, mais en fait, tu as tellement l'habitude que le vigile, il te suive dans le rayon comme si c'était un chaperon, tu vois, et tu es en train de dire, non mais tranquille, on n'a rien fait. Non, c'est bon, on a des sapes, on est tranquille, on est frais, on a un ballon, t'inquiète, tu vois. Mais toi, tu habites dans notre quartier, tu sais qu'on n'est pas des voleurs, pourquoi tu nous traites comme ça? Et comme si en fait tu sens que en tant que noir, en tant qu'arabe, en tant que personne issue des quartiers populaires, en tant que personne de confession musulmane, tu avais besoin en fait de donner des gages et tu sais qu'à un moment donné ça devient artificiel. Donc pour la énième fois, on est touché comme des êtres humains quand il y a des violences, quels qu'en soient les auteurs et quelles qu'en soient les victimes. Et venez, quand il y a des actes qui touchent notre pays, quand il y a des actes qui coûtent des vies humaines dans notre pays, qui prennent les vies d'innocents comme ça, venez, on essaie juste d'avoir le minimum de décence pour les familles des victimes. On fait unité. Juste, on a des mots positifs, des mots qui soutiennent ces familles-là, des mots qui soutiennent les gens qui souffrent et qui ont perdu un proche. Et venez, on essaie au moins de faire mentir les terroristes et les racistes. Puisque l'objectif du terrorisme, c'est de diviser et de monter les uns contre les autres et de créer de la peur. Venez, on les fait mentir. Venez, on arrête de trouver des boucs émissaires à chaque lendemain de terroriste, comme si on croyait vraiment que les gens avec lesquels on a grandi, avec lesquels on élève nos enfants, avec lesquels on travaille, avec lesquels on partage nos quartiers, ces gens-là, ils voulaient la mort les uns des autres. C'est pas vrai. Et de la même manière qu'il y a des formes de criminalité et de violence qui existent par ailleurs dans notre pays, ça c'est une forme de criminalité et de violence qu'il faut adresser, gérer, combattre avec discernement et méthode. Sinon, en fait, on n'a rien compris et on va tout perdre et on va mettre notre pays à feu et à sang et on va rien régler du tout. En fait, quand tu regardes dans le détail la construction de l'islamophobie sur un plan idéologique, tu vois qu'effectivement, il y a des composantes différentes. Il y a une composante, genre on va appeler laïcarde, genre anti-religiosité de manière générique, et elle est projetée sur les musulmans parce qu'ils sont une communauté visible, identifiable. Ok, ça c'est gérable. Après, tu as toute la partie sécurisation des communautés musulmanes. Ça, c'est avec l'émergence du terrorisme de masse. Dès les années 2000 et le Patriot Act aux États-Unis, tu as eu à l'échelle internationale des programmes, on dit de lutte contre le radicalisme, ou en anglais on dit PVE, Preventing Violent Extremism, mais on sait de qui on parle. Et on voit que ces politiques-là, elles ont été impulsées dans plein de pays. Et à chaque fois qu'un État a envie d'éclater en fait, des mouvements qui sont divergents ou dissidents ou critiques, il va les mettre dans la catégorie PVE, même si c'est des mecs de gauche ou des mecs de droite ou des musulmans ou des bouddhistes ou autres, parce qu'en fait c'est la fenêtre de l'arbitraire politique en fait. C'est ce qui permet à n'importe quel gouvernement de dire oui mais moi c'est sécurité intérieure, c'est PVE, donc je me permets de faire fermer des associations, de mettre en prison des dissidents, d'interdire de parole telle universitaire ou autre. Et puis tu as aussi une forme de recodage du racisme à papa des années 80 en islamophobie. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le Front National et l'extrême droite, à un moment donné, quand ils ont tenté de normaliser leurs propos, et ils ont réussi cette démarche-là, certains d'entre eux ont compris que c'était plus efficace, c'était plus possible de dire sale arabe, retourne dans ton pays, ou sale noir, t'as rien à faire là. C'était plus possible de dire ça. C'était devenu tabou parce qu'on voulait être une société qui affiche sa diversité, qui montre sa beauté, qui envoie des visages à la télé. Et vous ne nous dérangez pas quand vous êtes des sportifs, des rappeurs, des artistes et ainsi de suite. Et même, tu vois, on va montrer en fait cette France black, blanc, beurre, puisque ça participe de notre image collective. Donc, c'était plus possible de dire sale arabe, sale noir, retourne dans ton pays. Mais pour viser la même population, il suffisait de dire nous souhaitons réaffirmer la laïcité avec fermeté, et tout le monde sait de qui on parle. Tout le monde sait de qui on parle quand on parle des territoires perdus de la République. Tout le monde sait de qui on parle. On parle des mêmes populations.
Sauf qu'on a recodé le racisme pour qu'il soit beaucoup plus acceptable. Donc tu as cette volonté-là de normaliser les idéologies racistes, et elle est plus qu'une volonté maintenant, elle est un processus, sauf que ils ont recodé le langage, mais ils n'ont pas recodé les mécanismes. Donc ils pensent exactement la même chose des Noirs et des Arabes, à savoir qu'en nous, il y a une forme de violence qui est quasi biologique. Quand un polémiste disait que l'antisémitisme se tête avec le lait de la mère dans les familles arabes, ça c'est du racisme biologique. Quand on explique que, vous comprenez, ces gens-là sont difficiles à contrôler, ils ont des humeurs, ils ont des process, et ils ne savent pas, ils sont profondément liés à la violence, ça c'est du racisme biologique. Donc il y a une reproduction dans la construction de l'islamophobie de l'essentialisation du racisme biologique. Ça veut dire, faut même pas leur en vouloir, ils ne savent pas faire autrement. Donc être terroriste et être violent, c'est inhérent à leur religion, ils ne savent pas faire autrement. Et donc tu as la construction d'une forme d'appartenance totalisante et globalisante du fait musulman. Tu ne peux pas être musulman divers. T'es tous les stéréotypes de l'islam. Et globalisante et essentialisante, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de libre arbitre en fait, chez les personnes supposées de confession musulmane. C'est dans leurs veines, c'est dans leurs gènes qu'ils sont violents. C'est dans les gènes des hommes arabes d'être des sexistes et de contrôler leurs sœurs, leurs mères, leurs filles, leurs femmes et de dicter à tout le monde. Tu peux même pas faire autrement. C'est dans les gènes des Noirs et des Arabes d'être des menaces. De sorte que, il suffit que tu vois, je prends un dernier exemple parce qu'il était saisissant. J'ai des amis qui travaillent sur les questions de négrophobie. Et des fois, en fait, ils font des réunions ou des rencontres ou des événements. Et en fait, à un moment donné, ils avaient juste une réunion de travail. Juste une réunion de travail. Et ils s'étaient retrouvés vers le Stade de France. Et à peine ils sont sortis du métro, en fait, les CRS, ils les ont identifiés comme une menace. Comme si le fait de voir 15 Noirs dans la population à un moment donné, le simple fait qu'ils soient ensemble, en soi, ça construit une menace. C'est quoi qui déclenche ce type de réflexe ? Si ce n'est pas la construction d'un racisme biologique. Même chose pour les musulmans. Le fait systématiquement d'avoir des stéréotypes sur le comportement des musulmans avec les femmes, le comportement des musulmans vis-à-vis de la République, la violence inhérente aux populations majoritairement de confession musulmane. Tout ça, c'est du racisme biologique et c'est ça qui explique que profondément, tu as cette notion de terrorisme associée à l'appartenance religieuse, et donc ça c'est d'un côté, et de l'autre, en majeur bien entendu, les terroristes qui eux-mêmes se revendiquent de l'islam. Sauf que quand tu tiens ce discours-là qui leur répond, ça ne contredit pas le discours des terroristes, ça le valide. On aurait pu avoir l'État islamique, en fait, on va dire en fait, c'est l'État qui se revendique islamique, mais nous on ne considère pas qu'il est islamique, parce que tuer des gens, ça n'a rien d'islamique. Donc quand les journalistes valident cette notion-là et la reprennent sans jamais la critiquer, sans jamais la mettre en question, au fur et à mesure, ça crée ce lien. Donc c'est ces deux extrêmes, extrême droite, mouvement terroriste, qui se valident les uns les autres dans leur discours, et puis ensuite, certaines figures politiques, certaines figures médiatiques qui normalisent cette compréhension de l'islam et ce lien inhérent, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, quasi biologique, à la violence politique. Moi, je suis père de famille, donc je suis super optimiste. Quelque part, il faut essayer d'inverser en fait la compréhension du racisme. Venez, on enlève toute l'émotion qui va avec. Bien sûr, ça met la rage. Ça met la rage qu'on soit à l'âge de nos parents et à l'âge qu'avaient nos parents quand on était enfant. Et eux, ils faisaient face à des problématiques de racisme anti-arabe, racisme anti-noir, antisémitisme, racisme anti-indo-pakistanais et tout. Et nous, on arrive, on est des papas, des mamans, et on est obligé de gérer d'autres sujets, mais toujours liés au racisme. Donc bien sûr, ça met la rage. Mais venez, on essaie d'inverser pendant 2 secondes. Si des femmes musulmanes sont discriminées dans l'accès à des bourses de recherche, c'est parce que maintenant, ces femmes musulmanes, elles sont en situation de demander des bourses de recherche. Parce qu'elles ont des doctorats, elles ont des diplômes, elles cartonnent dans ce qu'elles font. Donc quelque part, en fait, c'est aussi le signal que les élites sont en train de se recomposer. Si on bloque
des responsables associatifs ou des universitaires pour avoir des salles ou pour tenir des conférences. C'est parce que maintenant, on a des responsables associatifs de premier plan dans les quartiers populaires et qu'ils ne se contentent plus juste de demander des ballons de foot pour aller jouer ou une salle de sport. C'est plus le sujet. C'est de la balle, c'est super bien, on est content, activités sportives, culturelles et tout, mais on participe aussi à d'autres sujets, environnementaux, éducatifs, sanitaires et ainsi de suite. Donc quelque part, en fait, il y a une forme organique de l'islamophobie, mais elle est aussi le symptôme révélateur de quelque chose, d'un processus beaucoup plus profond dans la société française. C'est, comme disait l'autre, on est là et on participe et on est visible. Et tu as des gens de toutes les appartenances religieuses, de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau, et la fête, elle est finie, où on pouvait exclure quelqu'un juste pour sa couleur de peau. Et maintenant, ils viennent pas uniquement pour avoir une subvention, ils viennent parce qu'ils s'inscrivent en école de commerce, en école d'ingénieur, en école de médecine, en architecture, dans des formations d'excellence et pas uniquement dans des métiers traditionnellement surreprésentés parmi les quartiers populaires. Et clairement, dans les générations futures, on aura un président ou une présidente qui est noire, arabe, indo-pakistanaise, issue des quartiers populaires. Point. Et ça terrifie aussi une partie des racistes et une partie de nos élites qui se disent « Purée, moi j'aimais bien quand ils faisaient le ménage et ils fabriquaient les bagnoles. Mais maintenant ils viennent pour mon poste, qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc c'est normal qu'il y ait une forme du racisme qui soit purement utilitaire. Et celle-ci, bien sûr qu'il faut la gérer aussi, mais elle est le signal que quelque chose de profondément important est en train de se passer dans la société française, une recomposition organique des élites avec l'émergence de gens qui sont aussi des quartiers populaires, aussi de couleurs différentes, aussi de religions différentes. Et ça, avec toutes les secousses qu'on peut bien sûr dénoncer, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les choses sont en train de changer profondément.